professeur à l'Universidad Complutense de Madrid et il a eu son doctorat à la Humboldt University of Berlin. Il est intéressé par les questions des primitive money et comment elles sont revenues dans les espaces nigérians et sud-africains avec une approche historique et anthropologique. Madame Fatiha, s'il vous plaît, prenez place avec nous. C'est à vous, Enrique. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you to the organizers. I wanted to start with a question I've been asking myself since I've started reading histories and theories of money that are still predominantly evolutionary, which means a kind of stages taxonomy. You know, there's first primitive currencies, then there's special purpose, then it becomes abstract, then it becomes a symbolic state token, and even this idea of the spectrum has this linearity around money and implicit progress. And the question I'm asking myself is, how can heterodox political economy and even discussions around monetary sovereignty learn from the phenomenon of multiple currencies, past and present? That is, in pre-colonial Africa, it was the dominant system, the multiple currencies, and today in the form of cryptocurrencies. And I'll get into both, make a comparison. And I've been asking myself this without many answers, although I've recently had the pleasure to discover Kai's recent work, which is really quite remarkable and I think is one of the answers to this question that I don't really have an answer to. What can we learn from the phenomenon of multiple currencies? But I'm only particularly interested in the particular case of non-state issued currencies and how these were adopted in societies without a state, in decentralized societies. Because, for example, even in pre-colonial Africa, in the kingdom of Dahomey, even though they used cowries, it was a centralized currency. As Polanyi noted in his early work on Dahomey, the kingdom monopolizes importation, fixed exchange rates, collected tribute. And even all along the African coast in the modern period, across the trading towns and the many capitals of the trading kind of confederations and empires, the unit of account was actually in European currency. So usually the equivalent of what was the 5-franc coin, or in the 19th century, the US dollar. And this was translated, for example, the pidgin term for this unit was the packet. And the packet, which was usually a tin or even a basket, was composed of different basket of goods, which were usually currencies. And depending on the time, the composition of these components of the currency changed. Depending on the location, depending on the local demands. In some places, the packet was different because the people downstream used different currencies. And I mean, I won't start listing up the variety of currencies. It could be anything: cloths, brass, rifles. And these usually made their way upstream through a network of merchants, of trading caravans, or of confederations, or even through kinship networks. And that's how the kind of currency spread from the coast to everywhere in the African continent. And then once these currencies were flowing inland, they were used for different purposes. It wasn't a unitary phenomenon either. Some were used entirely for market activities, just literally market life, usually based around the control of women on weekly markets. And some were consumed entirely in social life, what David Graeber called social currencies. And this component of social currencies, which is also the decentralized aspect, is quite important to look at. I mean, by social payments, I mean things, especially in an African, but also in other contexts, things like bride wealth, transactions from the husband's family to the wife's family to establish and legalize a marriage, which, if these payments weren't made, could end up to a conflict, to a dispute, even to war, to pawnship, to debt slavery. So the role of currencies in African history is very important here. In other cases, these imported currencies were used entirely for ornamental purposes or even just as a curiosity. So for example, let's see. So for example, in the top left, this is a Fang helmet. Fang is a group from Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea. I mean, even though they imported cowries, they didn't use it as currency. They just used it as ornamental.
but it's important to note that this helmet is from the late 19th century, early 20th century, and it's the type of final stage of the life of a currency. Once it becomes out of use, then people start giving it other purposes, decorative, ritual, special membership dues in ritual societies, and things like this. So when anthropologists, during the colonial period, mostly in the mid-century, started writing economic anthropology of kind of African monies, they saw this phenomenon after the use of traditional currencies, but in a demonetized state. Your phone. Put it on airplane mode. And please slow down for the For the translation. translator, okay, sorry. So what anthropologists described as primitive money was entirely after the end of a life of a currency, once the colonial states had forcibly demonetized. Is it really this one? Yeah. But I put it on airplane mode, so it should be. Yeah. Maybe I'll have to hold it. So the primary kind of conceptual and empirical mistakes around the idea of primitive money as part of the stage was generated by colonial anthropologists. And I mean, they weren't awful because they happened to live in the colonial area, but because of their romanticist misreading, distortions, and projections based around their own fantasy of kind of primitivism. And most anthropologists today continue to be just as terrible in the sense of projecting and distorting. And there's a few exceptions, like people like Jane Geyer and Marginal Gains, or Chris Gregory and Savage Money. They're absolutely great. Because these currencies were obviously entirely commercial. They were a channel and infrastructure of value transfer from the periphery. They weren't some kind of pre-stage. And even when currencies were not imported, they were locally produced. For example, in the case of a fang, here in the bottom left, this was the traditional currency called the bikwele, produced by iron forgers, small arrowheads, used for all types of transactional situations in social life. This picture is by a German anthropologist, Günther Tessmann, who lived with the Fang in the early 20th century. And the Fang were people who actually didn't participate in the slave trade. But nevertheless, I mean, it wasn't a commercial system, but Tessmann makes the note that he says that nothing is for free here. Not only the constant marriage payments during the marriage, but also supplementary afterwards. The birth of a first child, the child's first tooth, etc. Everything provokes the demand for another payment. Even, for example, the iron forgers, if you wanted to learn to become an iron forger to produce your own money, you actually had to pay, as an apprentice, you had to pay the forger, even if it was your father or your uncle. And for example, for medicine, for what was called medicine, which were amulets, different types of material goods for spiritual defense, for love charms. Tessmann lists hundreds of these and the price in bikwele. And I mean, a lot of anthropologists didn't even notice this type of highly transactional element of social life because the anthropologists came after the missionaries, who obviously burned all this material culture, which they described as fetishes. And local societies also started replacing even the currencies they had produced with the incursion of traders, which were usually brokers from European firms who were West African or Creole. During certain export booms in this area around rubber and ivory. And sometimes, I mean, traditional currencies were still in use, cowries, etc., until the 1940s, but not really across the whole society. It was seen as part of the domain and privilege of the traditional elite, or in some cases around market women who refused to give this up. But there's an internal conflict in the society too, because, for example, young men eagerly embraced kind of new colonial currencies in the context of their proletarianization. But it's important to know that only when social payments, when the father-in-law was willing to accept colonial currencies, that's when people started adopting the colonial currencies. And now to Bitcoin. This is a big deal. This is how it starts. This
this decision to accept something makes something effectively a currency in a pragmatic way. Maybe not in other definitions, but that's the level, the definitional level I'll be using. And it's also important to note that the crypto space in Nigeria, which I've been researching, is also entirely young men, unmarried, trying to up their capital for a marriage. Because bride wealth is, in some societies it varies, but it tends to be very high. And then the concept of bride wealth is interesting to think about because, I mean, there's been given plenty of different readings, but my reading is that bride wealth is basically, I mean, where it's high and adjustable. It's not just a symbolic token payment or one-off. It's basically the means by which traditionally decentralized or egalitarian societies use money, currencies and payments to constitute the principle of their social organization, egalitarianism. So bride wealth, this was a kind of a bane of the missionaries and even of post-colonial states. They were trying to always reduce the price of bride wealth because it was inflating. But this was literally the mechanism of redistribution in their societies. So, for example, if a family and another family suddenly gained wealth and you were linked through kinship networks to that family, they had to accede to your claims of, you know, I demand this now for the gift of my daughter in exchange. And then that's how all the kind of wealth kind of reached all corners of society in this kind of interlinked network of intermarrying groups. And this is also the principal mechanism for the spread, even in pre-colonial history, of currencies through these kinship networks, rather than through merchants. 4 minutes? 5. So I mention this because there's similar kind of principles underpinning the adoption of crypto. I'll focus on Nigeria. I mean, on the left, you see the interest of Bitcoin across time. It peaks in 2018 with a bubble. On the right, you see particularly Nigeria, and it peaks in 2016. And I'll explain why. In Nigeria, in 2016, there was basically the biggest Ponzi scheme in history. In terms of population, it was called MMM, Mavrodi Mundial Money Box. It was a kind of a Russian Ponzi scheme, where if you joined, it promised 30% a month. And then you join paying someone else in the expectation that someone else will join behind you and then pay you. And in 2016, the central bank started restricting these transactions. So the MMM people in Nigeria adopted Bitcoin. They called it the Republic of Bitcoin. And then so this precipitated this type of like mass education in Bitcoin use, the wallets, the exchanges, the brokers already in 2016. And the kind of crypto ideology in Nigeria, it also has these fundamentally kind of social and political principles. It's not really just speculation or pragmatic kind of use. For example, in MMM, it was spread in kind of church groups, in Roskas, these rotating credit associations, amongst kinship networks. And the way they spoke about it was kind of also inspired by this MMM ideology, which speaks about class antagonism in terms of the metaphors of societal decay and catastrophe, societies that corrupt, the rich are getting richer. But the millenarian element is that they also promise a new dawn, a way to enrich the people, through magical means usually. And then, so all these people suddenly were educated in kind of crypto, and a lot of people who got into this MMM scheme, they then became, and have continued since, to become a type of promoters, touts, educators in Meetup, in hackathons. There's this kind of new network of kind of tech-savvy people who do this. And then, for example, this Chris Ani, this guy on the left, who's actually also a missionary evangelist, who says, you know, the Bitcoin will bring economic empowerment and wealth distribution. And then the next person also says, you know, Bitcoin is not like MMM. It's an old system, but digitally inclined. And they actually also use a lot of pictures of cowries to show, you know, this is how our ancestors did it. It can't be that difficult to adopt. And they use the same way cowries, the way American libertarians use gold as a metaphor for Bitcoin, as this type of sacred primordial pebble of value. And then they are right, that is a type of primitive money in the sense that one of its early use, either its beginning or end, is entirely ornamental. So people use it as a device to communicate status, as a fashion, as a kind of that they're tech savvy, etc., which is a kind of social capital.
it doesn't have that much practical use. Indeed, the way it's spreading is not through market means, but through type of gifts. So if you meet someone who's into crypto, they'll try to gift you money. Or if you go to these seminars, they do airdrops to kind of incentivize attendance. And then the central bank is obviously trying to crack down on this, saying it's just opportunistic schemes to deceive unworried Nigerians into falling prey to the antics of the promoters. I mean, this is an old line that has proved ineffective. And then crypto obviously doesn't need to be decentralized. There's also centralized ones, the central bank digital currencies, stable coins, Libra. But if you look particularly at the kind of history of decentralized currencies, it instantly reveals the layers of unequal exchange in the world economy. Historically, the rate of exchange between, I suppose, African goods or even slaves and the kind of currencies they were exchanged for, it's a massive divergence between 20 and 1,000 times surplus for the pure mercantilist profit for the Europeans. And this was going on for 3 centuries. All the imports in the 15th and 17th century were almost entirely currencies, in exchange not really for slaves, but for gold and ivory, and then the kind of slave trade started because of these effects of the currencies. There's an old point, Walter Rodney mentioned this, but no economist has really quantified this unequal exchange element from the basis of multiple currencies. And then, today, the unequal exchange rates are also part of this kind of exploitation and exchange rather than based on labor or production. And also, these divergent kind of exchange rates are also one of the principal causes of immigration, so if you earn in euros. So these type of, this is just to show the kind of the parallel, the Bitcoin market in Nigeria, how large it is. It's usually in the top 5 worldwide, with 60 million US dollars a month. And then the biggest crypto exchange, Binance, its first kind of on-ramp fiat money is actually the Naira. They don't have any other currency. You have to use the other cryptos to transfer to that exchange. And then because it's actually being used also, for example, for intra-African trade, instead of bypassing, using the dollar as an exchange between the Naira and the Kenyan shilling or something, there's a company, BitPesa, which provides liquidity to both currencies. And then, a word of warning, because crypto, it's definitely a source of instability in a sense when it's conjoined with the sense of the instability of trust or perception of the ability of the national currency to be stable in its sense of collapse. From studies of Latin American inflation, where most of the interesting studies of inflation have been done, they make it clear that the availability of this type of other currencies is actually the prime cause of hyperinflation. It has nothing to do with kind of central bank or even price setting. It's entirely a kind of psychological phenomenon, like a reverse bubble, where the expectation that the next day the currency rate is going to extend, then you accelerate, you transact before that loses value, and then that creates the kind of hyperinflation dynamics. And then the fact that crypto basically can be used in a very accessible way through your phone and through the brokers, this will probably be a likely kind of leak for situations of hyperinflation. So to conclude, that's it? Okay, yeah. Okay, yeah. So this is just a picture of Lagos, a kind of a metaphor of the 3 layers where money infrastructures can take root. The corporate layer, the firm, the state, and the popular level. And it's unclear whether the corporate layer may be using kind of blockchain or crypto. It must be something like M-Pesa, Safaricom in East Africa, or Western Union can use it. Historically, this was also the case. even missionaries and trading houses, they actually had they were effectively banks. They used bonds, they were called, all over estuaries. They emitted their own currency, which could be changed also in other banks. It creates these siloed systems that were also very common in African history. In the state level, I won't talk about it much. Just to say that some states, for example, in Ghana, Uganda, are looking into kind of Bitcoin as a type of like reserve or hedge, just in case. But then the popular level is the one I'm focusing on, where likely currencies take root. Because, the popular level, in a sense, also in its kind of popular excesses, the horror of Ponzi schemes, unproductive speculation, crime, which is basically the home of crypto now. But we must not forget that the cowrie was also the standard of money lenders, slave traders, and merchant capitalists throughout history. And the first adopters of currencies
are these type of what Marx would call the lumpen group, which is the kind of the unproductive speculation. They don't generate value through labor production. They're composed of degenerate elements of each class. You know, there's a lot of gangsters and smugglers, but there's also the kind of financial aristocracy that is driving this. And then, but we must remember, I mean, this category of the lumpen, Fanon's great contribution to Marxist dialectics was valorizing this potential of the lumpen. So it might lead somewhere, it might not. And then this is just as a bibliography. I mean, I'm putting here the kind of big global histories, the Maurer book, this Toby Green book, Jane Geyer, and this interesting anthropologist from Cars to Bitcoin. Because this is the type of thing that's valued in the Western Academy, big global histories, conceptual. But if you really want to understand kind of African economic history, you have to go to the regional history, which is mostly African historians. So Nigeria, it's Toyin Falola, Adele Afigbo, etc. And I think I'll end there. Thank you. Merci pour cette perspective concernant les monnaies primitives. On passe directement à Fatiha Talahit. Et ensuite, on posera les questions sur les deux interventions. On essaie juste de respecter le temps qu'il nous reste. Donc, Fatiha, vous avez 20 minutes. Et on aura une demi-heure pour débattre et le déjeuner. Donc, ça sera à 13h30. Juste une petite introduction. Donc, Fatiha Talahit est économiste. Est économiste chargée de recherche hors classe au CNRS, au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Elle est entrée au CNRS en 1995, d'abord au CLERC, Université de Lille 2, puis au CEPN, Paris 13. Auparavant, elle était maîtresse assistante à l'Université d'Oran en Algérie, où elle a fait ses études. Ses nombreuses publications portent notamment sur la transformation de l'économie algérienne depuis la période socialiste et les changements institutionnels des années 90 et 2000, ainsi que sur l'économie du genre, à la fois théorique et appliquée au monde arabe et musulman. Fatiha Talahit nous parlera de la politique monétaire en temps de Bouteflika en Algérie. Merci à la Fondation Rosa Luxembourg et à Mara, que je connais depuis l'Université Paris 13, où j'enseignais l'économie et elle était doctorante. Voilà, donc je vais... puisque par rapport à hier, on a parlé de l'expérience du franc CFA, je vais vous parler d'une autre expérience, celle de l'économie algérienne, qui précisément, lorsqu'elle a eu son indépendance en 62, a refusé de rester dans le franc CFA. Alors, comment... Voilà. Donc, par contre, toute la première période, il y a eu une rupture avec le système monétaire international et l'économie mondiale. Donc, c'était à l'époque de la guerre froide. Et jusqu'en 88, le dinar algérien était une monnaie administrée, y compris le système bancaire, la banque centrale. C'était des administrations. Comme le rouble de l'ex-Union soviétique. Et donc la Banque centrale d'Algérie était sous la tutelle du ministère des Finances et gérée comme une administration. Et ce système s'est effondré à partir du choc pétrolier de 85, lorsque l'économie algérienne s'est trouvée complètement paralysée par la baisse du prix du pétrole et elle n'a pas montré de résilience. Et donc, il y a eu une crise qui s'est traduite par une crise politique qui a amené à décider des réformes. Donc, la réforme de 88-91 qui était inachevée, qui s'est suivie d'un coup d'État et de 2 programmes d'ajustement structurel. Et toute la période de Bouteflika, de 99 à 2019, correspond à une période où les prix du pétrole se sont maintenus très, très élevés. C'est une période assez exceptionnelle dans l'histoire récente, en tout cas.
Donc pour analyser cette politique monétaire de l'Algérie sous Bouteflika, j'ai divisé en deux périodes. La période de boom pétrolier jusqu'en 2014 et puis la période qui suit le choc pétrolier de 2014. La dernière période, je ne pense pas avoir le temps d'en parler, mais bon, il n'y a pas suffisamment de recul non plus. On pourra peut-être dans le débat en parler. Alors. Donc voilà, ces périodes apparaissent très nettement si on regarde le prix du baril de pétrole algérien, du Sahara à l'Inde, qui a baissé à partir de 83 et notamment le choc de 85-86 qui va rester bas, et puis après à partir de 99, donc la prise de la présidence de Bouteflika qui va augmenter pratiquement de manière continue jusqu'à, alors il y a la crise de 2008, mais la baisse n'a pas d'effet parce que la relance chinoise va immédiatement relancer l'économie mondiale et faire repartir le prix à la hausse, avec un pic en 2012 et bon jusqu'en 2014 où il y a un choc à la baisse. Ah, ça passe pas. Donc voilà, bon, le plan, je vous l'ai déjà dit. Je vais faire un bref cadrage théorique, mais qui n'est pas exhaustif, c'est juste quelques références. Alors, la politique monétaire, bon, on en a parlé ce matin. Donc, c'est un des trois volets de la politique économique, avec la politique budgétaire et la politique du commerce extérieur, la balance des paiements. Donc, les trois sont interdépendantes, mais elles diffèrent par leurs objectifs et les équilibres visés, ainsi que par les instruments. Alors il y a un débat bien sûr, on en a parlé ce matin sur les objectifs de la politique monétaire, stabilité de taux d'intérêt, stabilité de taux de change, stabilité des prix et plus généralement sur la définition en termes d'équilibre de ces objectifs contestés notamment par les courants d'inspiration keynésienne qui privilégient une approche intégrant les changements structurels, donc éventuellement de l'inflation. Alors, de quels outils théoriques disposons-nous pour analyser la politique monétaire d'un pays comme l'Algérie ? Il y a le triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming qui montre comment une économie ne peut simultanément avoir un régime de change fixe, une politique monétaire autonome et une parfaite liberté de circulation des capitaux. Donc, il faut que l'un de ces objectifs soit abandonné, c'est-à-dire que l'une des trois variables soit contrainte ou fixée pour que les deux autres deviennent réalisables. Donc, avec un régime de change flottant, on peut avoir indépendance de la politique monétaire et mobilité des capitaux. Avec une union monétaire, on peut avoir un régime de change fixe et une mobilité parfaite des capitaux. Et avec un contrôle des capitaux, on peut avoir un régime de change fixe et liberté des taux d'intérêt. Bon, mais ça, c'est la théorie, donc c'est des cas extrêmes, mais souvent, il y a un compromis entre deux objectifs pour assurer le troisième. Par exemple, la Chine a préservé son autonomie monétaire malgré l'ancrage de sa monnaie au dollar, grâce à un contrôle partiel des capitaux, de la sortie des capitaux, au niveau des mouvements de capitaux, et qui a permis de maîtriser l'appréciation du yuan via ses réserves monétaires, et donc il a permis de fixer librement le taux d'intérêt. Alors l'Algérie n'a pas ouvert son compte capital, et elle peut théoriquement stabiliser son taux de change et ses taux d'intérêt. Voilà, donc le triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming est représenté ici. Alors une autre référence théorique, c'est la théorie de János Kornai pour les économies socialistes sur la contrainte budgétaire. L'âge. Alors, Kornai, il a travaillé sur la Hongrie, mais sa théorie, par la suite, elle a été aussi appliquée à d'autres économies, y compris à celles de pays développés. Donc, la contrainte budgétaire dure qui correspond à l'économie de marché walrasien, c'est un mécanisme de sélection qui fait qui assure l'équilibre budgétaire au niveau des entreprises. Donc, c'est une théorie microéconomique. Et c'est la faillite qui sanctionne en fait cette contrainte, une institution fondamentale du capitalisme.
Il faut dire que dans les pays socialistes, la faillite n'existe pas. En Algérie, il n'y avait pas de faillite. La réforme de 88 a institué le droit de la faillite, droit des faillites dans la loi, mais jusqu'à présent, en tout cas pour le secteur public, il n'y a pas de faillite. Quand une entreprise est dissoute, c'est sur décision politique, c'est administrative, on va dire. Donc l'entreprise socialiste n'est pas soumise à la contrainte budgétaire, même en cas de graves difficultés financières. Donc c'est l'État qui finance les déficits. Et donc il y a une sélection bureaucratique des entreprises. Alors, les adeptes de la théorie de Corneille disent que, en fait, il y a l'économie de marché où la monnaie joue un rôle actif connaît une contrainte budgétaire moins dure que dans le modèle walrasien qui fait abstraction de la monnaie. Et une économie de crédit se caractérise par un niveau de relâchement de la contrainte budgétaire supérieur à celui d'une économie monétaire. Donc ce n'est pas normatif, ça, c'est juste un outil pour caractériser les économies. Mais une des implications dans les économies socialistes, c'est qu'on ne peut pas distinguer les entreprises dignes de crédit et celles non dignes de crédit, donc creditworthy et non-creditworthy, parce que justement, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de sanction de la gestion en fait, de ces entreprises. La théorie de la répression financière, bon, c'est une théorie libérale qui est très idéologique. Elle permet de décrire un peu les systèmes financiers dans les pays, dans les économies administrées, mais en fait, aujourd'hui, elle s'applique à pratiquement toutes les économies. Donc, ça décrit simplement l'interventionnisme étatique dans le système financier visant à attirer l'épargne et les capitaux vers l'État ou les banques, pour notamment écouler la dette publique. Donc, selon McKinnon et Schoss, les leviers principaux de la répression financière, c'est l'inflation monétaire, fixation de taux d'intérêt bas, donc qui vont favoriser les créditeurs au détriment des épargnants. Et bon, les mesures qui sont identifiées, c'est la limitation du paiement en espèces de manière autoritaire, jusqu'à la suppression des coupures, interdiction de rémunérer les avoirs bancaires, de détenir de l'or, contrôle des mouvements de capitaux, etc. Ça va jusqu'aux nationalisations. Et les conséquences de la répression financière, c'est l'accumulation de créances douteuses, la fuite des détenteurs de monnaie bancaire qui préfèrent le cash ou l'or, et l'instabilité des marchés d'échange. Cette théorie a été appliquée dans le cas de l'Algérie par donc un article qui date de 93, mais qui s'applique à la période 70-88. Et alors aussi le boom des ressources de diesel a des implications monétaires. Donc la volatilité notamment des cours du pétrole et l'effet de ces fluctuations, surtout lorsqu'il y a des chocs de grande ampleur sur la valeur de la monnaie. L'effet sur le taux de change. En situation de boom pétrolier, on a tendance à une surévaluation par rapport de la monnaie, par rapport à la compétitivité du reste de l'économie, en dehors du secteur exportateur. Et alors, cette surévaluation, lorsqu'elle est combattue par des politiques de change, où on essaye de un peu déprécier la monnaie, ça va avoir, parce qu'elle s'équilibre par rapport à la masse monétaire, mais lorsque elle est contrainte, il va y avoir l'abondance de revenus extérieurs va entraîner une création de monnaie nationale qui peut provoquer des excès de liquidité, notamment dans les banques, et tandis qu'un choc à la baisse peut provoquer très rapidement une situation de sous-liquidité. Donc ça, c'est un peu ce que l'Algérie a vécu à cette période. Donc un excès de liquidité. Et puis, à partir de 2014, rapidement, enfin, pas tout de suite parce qu'on verra que ça a pu être géré, une situation de sous-liquidité. Alors, pour lutter contre l'excès de liquidité, en faisant abstraction, en regardant que la politique monétaire, les moyens utilisés sont, on détruit la monnaie, donc destruction monétaire. Alors, la Banque centrale, elle va faire des reprises de liquidités auprès des banques primaires, avec des taux d'intérêt attractifs, ce qui fait que les banques vont délaisser l'activité de crédit. Elles vont plus. Si en plus cette activité de crédit est compliquée dans un pays où le système bancaire où le système financier n'est pas bien développé, donc c'est ce qui s'est passé pour l'Algérie. Donc elles vont
placer leur accès de liquidité auprès de la Banque centrale, et elles ne vont pas utiliser les instruments de la politique monétaire qui sont le reste-compte ou l'open market. Autre moyen, la stérilisation de ces actifs, on va le voir dans le cas de l'Algérie, c'est la création d'un fonds de régulation des recettes. Ça peut être aussi, par exemple, pour les pays du Golfe, les placements à l'étranger, donc création de fonds souverains, souscription au FMI, achat de bons du Trésor américain. Par exemple, l'Algérie, en 2012, au moment où les cours étaient à leur pic, elle a souscrit 5 milliards de dollars dans le cadre d'un emprunt lancé par le FMI auprès des pays membres. Le problème de toutes ces pratiques, c'est qu'elles ne convergent pas avec l'objectif de développement de l'économie. Et donc, ça amène certains auteurs à préconiser d'abandonner l'objectif d'une politique orthodoxe, puisque lutter contre l'excès de liquidité, c'est pour lutter contre l'inflation, afin de ne pas sacrifier le développement à l'autel de la stabilité de la valeur de la monnaie et de la lutte contre l'inflation. Alors, j'ai retenu quelques dates importantes. Donc, en 62, l'indépendance de l'Algérie. En 64, création du dinar. Donc, jusqu'en 64, on était encore dans le franc. En 71, donc, l'abandon des accords de Bretton Woods et de la convertibilité hors du dollar. Alors ça, c'est important parce que dans les pays occidentaux, les économistes parlent de choc pétrolier à propos des hausses du prix du pétrole. Moi, je parle de choc pétrolier pour les baisses du prix du pétrole, parce que pour les pays pétroliers, c'est ça les chocs, c'est les baisses, c'est pas les hausses. Et les économistes occidentaux, enfin, dans l'histoire économique standard, on a tendance à considérer que la crise économique dans les pays occidentaux, elle a été provoquée par l'augmentation du prix du pétrole, alors qu'en 71-73, alors qu'en réalité, c'est l'abandon de la convertibilité hors du dollar et la baisse de la valeur du dollar qui est à l'origine de ces crises. En 73, en création de l'OPEP, et le prix du pétrole augmente. Il y a un choc aussi, une augmentation en 79, et puis en 85-86, donc un choc à la baisse. Alors en Algérie, en octobre 88, donc il a fallu quand même 3 ans. Le gouvernement a mis du temps à réagir pour commencer pour avoir les effets, et ça a provoqué des émeutes qui ont entraîné un changement politique avec une nouvelle constitution qui abandonne la référence au socialisme. Donc on n'est plus dans une économie socialiste. C'est important de le préciser. Ça s'est passé avant la chute du mur de Berlin, donc il n'y avait pas encore les théories de la transition à l'économie de marché telles qu'elles ont été standardisées par les institutions financières internationales, ce qui fait que l'Algérie s'est engagée dans une réforme endogène qui était conçue par des économistes algériens, en s'inspirant un petit peu des travaux des économistes justement hongrois sur l'économie socialiste de marché. Donc il y a eu une tentative endogène de réformes économiques qui mettaient l'accent en fait sur la transformation institutionnelle, sur la création d'institutions et sur une transition progressive. À l'époque, il n'y avait pas encore ni l'idée de privatiser, ni l'idée d'ouvrir complètement ni que la monnaie soit complètement convertible, ni d'abandonner. L'idée, c'était en fait surtout de transformer le secteur public progressivement pour le mettre en compétition avec le secteur privé dans une économie où les règles seraient unifiées et il n'aurait plus les privilèges qu'il avait. Donc en 90, il y a une loi sur la monnaie et le crédit qui a été votée et qui, on va y revenir. Et cette expérience, donc qui était des réformes économiques adossé à des réformes politiques d'ouverture et de pluralisme, qui a débouché donc sur un coup d'État, parce que le résultat des premières élections législatives ne convenait pas à la nomenclature en place, et donc il y a eu un coup d'État militaire, hein. On ne l'appelle pas comme ça, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc la période qui a suivi, on est revenu à l'économie administrée, on appelait ça économie de guerre, parce que l'Algérie est entrée à ce moment-là dans une situation de guerre. C'est difficile à caractériser, pas vraiment guerre civile, mais en tout cas un conflit violent, un conflit meurtrier.
Et c'est à ce moment-là qu'ont été adoptés 2 programmes d'ajustement structurel, puisque le pays s'est trouvé en cessation de paiement en 1994. Et ces ajustements structurels ont été menés dans un contexte de violence et ce qui fait qu'ils ont été menés de manière draconienne, donc avec une politique de stabilisation alors la politique de stabilisation, le gouvernement algérien a fait du zèle, il est allé au-delà même de ce que lui demandait le FMI, parce que la population ne pouvait pas réagir. Et par contre, les réformes structurelles, on va voir qu'elles n'ont pas été réalisées. Et donc là, on rentre dans la période Bouteflika. Alors, on a évoqué la crise des subprimes en 2008, donc la crise qui débouche sur une crise de l'économie mondiale. Mais les 2 autres dates importantes, donc c'est 2011, les printemps arabes, et donc déclenché par la Tunisie, thanks to Tunis. Et puis en 2014, le choc pétrolier. Et dernier événement très important, c'est le déclenchement du Hirak, donc un mouvement radical de contestation du régime et qui réclame la démocratie le 22 février 2019 et qui va déboucher sur la démission de Bouteflika quelques mois après. Alors la réforme de 88-91, donc l'objectif c'était restaurer la contrainte financière sur les banques et les entreprises publiques. Donc il y a une loi sur les faillites, il y a une loi sur l'autonomie des entreprises avec création de fonds de participation qui sont des fonds publics mais dans lesquels on essaye d'introduire de la concurrence. Fin du monopole d'État sur le commerce extérieur. Donc la loi sur la monnaie et le crédit qui va créer une nouvelle banque d'Algérie qui sera indépendante, donc indépendance de la Banque centrale. Et fin des avances de la Banque centrale au Trésor, parce que les avances de la Banque centrale au Trésor, elles avaient été... le régime précédent en avait abusé, ce qui avait entraîné un grave endettement interne, plus un endettement extérieur. Le fait aussi l'endettement extérieur, comme les pays pétroliers sont considérés comme solvables, il peut très vite aussi s'emballer. Et donc le Trésor public était tenu de rembourser la Banque d'Algérie dans un délai fixé par la loi. L'Algérie devient membre du FMI, alors qu'elle n'y était pas encore. Et alors en 2000, il y a création de... donc c'est là-dessus que je vais mettre l'accent, le Fonds de régulation des recettes, donc qui a été créé en 2000 et qui s'est asséché pratiquement en 2017. Donc ce fonds est... donc ce fonds, il vise à stabiliser, à lutter contre les perturbations, les effets des perturbations des cours du pétrole sur les recettes publiques. Donc ces effets sont caractéristiques en Algérie où le volume des recettes, surtout les recettes des hydrocarbures qui représentent plus de 60% des recettes budgétaires, bon, ça dépend des périodes, sont plus volatiles que les dépenses. Donc les dépenses sont rigides et les recettes sont, en tout cas lorsque le fonds a été créé, volatiles et plus instables. Donc c'est un mécanisme de régulation destiné à soustraire les finances publiques à la volatilité des cours. Ce fonds accueille les excédents de recettes pétrolières. On fixe un prix de référence, c'est-à-dire que le budget est calculé sur un prix de référence qui ne bouge pas. C'était $19 à l'époque. Après, il a été un petit peu augmenté. Fatiha, oui. 4 minutes maximum. Non, mais il faut que je finisse là. Et donc, il va servir à compenser les effets de baisse éventuelle. Alors, la compensation par le FRR se limite aux moins-values résultant d'un niveau de recettes de fiscalité pétrolière inférieur aux prévisions de la loi de finances. Donc, en principe, les déficits liés aux autres recettes, même si elles ne sont pas importantes, sont exclus. L'idée, donc, c'est d'éviter le financement en fait, de déficit public par le fonds de régulation et d'éviter que les dépenses publiques filent en période de boom. Alors, ce fonds, il va servir à autre chose. Ce n'était pas son objectif, mais en fait, il va servir aussi, en ce qui concerne la politique monétaire, à stériliser une partie de l'excédent en dinars, donc ces fameuses surliquidités de la masse monétaire qui vont être figées, gelées dans un fonds, et la contrepartie étant constituée des réserves de change en devises de la Banque centrale. Alors, le statut institutionnel, c'est important, ça
ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on disait hier sur le franc CFA. C'est un compte d'affectation spéciale du Trésor qui n'a pas de personnalité juridique, qui n'a pas d'autonomie financière. Il est géré par le ministère des Finances, il n'est pas rémunéré et il ne peut pas faire de placement financier ni dans le pays ni à l'étranger. Donc ces fonds d'affectation spéciale du Trésor, qui est un héritage de la colonisation, en fait, ils avaient été créés pour remplir des objectifs ponctuels dans un secteur ou pour une opération particulière, donc limité dans le temps et clôturé une fois l'objectif atteint. Donc ça ne correspondait pas à un dispositif inscrit dans la durée. Et en plus, ils ont été instaurés par une loi de finances complémentaire, donc il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, et il a fallu attendre 4 ans pour que, une fois le fait accompli, pour que ça passe dans une loi de finances, une loi de finances. Donc il n'y a pas de contrôle il n'y a pas eu de contrôle, ni contrôle interne ni contrôle externe. Le contrôle interne, donc par l'État, n'a jamais été fait parce que c'est un compte qui très vite a grossi. Il est arrivé même des moments où il y avait plus, il a dépassé le budget de l'État lui-même. Et donc les contrôles internes n'étaient pas prévus pour des comptes aussi. Il n'y avait pas les moyens de le faire. Donc ce FRR a connu une dérive. Alors déjà la première dérive, dès sa création, il a servi au remboursement anticipé de la dette publique, ce qui n'était pas, c'était une entorse au mécanisme de régulation de l'équilibre budgétaire. Ensuite, la hausse continue des prix du pétrole ont fait que le maintien d'un prix de référence pour calculer le budget était complètement irréaliste. Donc le budget était calculé avec un prix de référence très bas, ce qui fait qu'on avait des déficits budgétaires artificiels. Et donc à un moment donné, le maintien dans le FRR de ressources importantes, alors qu'on faisait une politique budgétaire très orthodoxe, ça posait problème, vu l'importance des besoins qu'il y avait, des besoins de financement de l'économie. Et donc en 2006, il y a une entorse qui est faite et le FRR est autorisé à financer le déficit budgétaire en général, pas uniquement le déficit lié au prix du pétrole, puisque le prix du pétrole était élevé. Voilà, donc ça va engager un développement incontrôlé des dépenses de l'État. Alors, ce fonds de régulation des recettes, en fait, au départ, donc, il avait une bonne intention. Et en plus, je ne vais pas parler de la période après 2014, mais en fait, c'est vrai que là, il a joué son rôle. Il a servi... oui, il a servi à ben oui, mais je ne peux pas parler si vous mettez votre... Vous pouvez l'éteindre ? Bon. Il a joué son rôle puisqu'à partir de 2014, le pétrole et le cours est descendu en dessous du niveau du prix de référence. Donc du coup, il a bien servi à financer les déficits à partir de 2014 jusqu'à 2017 où il s'est épuisé, vu qu'il n'y avait plus d'excédent aussi de la fiscalité pétrolière. Donc en fait, donc cette expérience est intéressante, mais en même temps, il a servi à masquer une dérive des finances publiques. Alors, l'alternative au FFS aurait été, tout en revenant aux strictes mécaniques de régulation de l'équilibre budgétaire, avec un budget calculé sur une base plus réaliste, de manière à restaurer le principe d'universalité du budget, parce que là, c'est des fonds qui sont alloués de manière discrétionnaire, c'est un fonds spécial. Donc, vous imaginez que tout cet argent-là était utilisé sans que ça passe par des débats au Parlement, et donc sans contrôle interne ni externe. Donc, il aurait fallu donner au FRR un statut institutionnel avec une personnalité juridique et une autonomie financière afin qu'il puisse réaliser des placements rémunérés. Il y a eu un débat sur l'opportunité d'en faire un fonds souverain et ça n'a pas pu se faire pour 3 raisons. Le faible développement du système financier national, donc limite des possibilités de placer ces fonds localement, en accordant par exemple des crédits aux entreprises, enfin en finançant des entreprises privées ou des partenariats publics-privés. Une stratégie d'investissement financier à l'étranger a été envisagée, mais elle a été amorcée d'ailleurs et l'Algérie a perdu aussi de l'argent avec la crise 2008
dans ses placements, et elle a été donc abandonnée du fait de la crise de 2008. Parce que bon, le pétrole algérien, il appartient à l'État. C'est pas comme les dynasties du Golfe, c'est des biens assez privés, donc ils peuvent se permettre d'aller placer l'argent du pétrole à l'étranger. Mais là, il s'agit de l'argent de l'État. Et la troisième possibilité, on avait fait avec un collègue, justement un économiste tunisien, Samuel Béji, un article pour voir comment on pouvait utiliser cet argent pour financer des projets de développement dans le cadre régional, au niveau de l'UMA ou de l'Afrique. Mais bon, ça s'est pas fait pour des raisons politiques, surtout. Donc voilà le fonds de régulation des recherches, donc des recettes. Donc vous voyez que la fiscalité pétrolière telle qu'elle est définie par la loi de finances, c'est beaucoup moins que celle qui est recouvrée effectivement. Et donc, il y a des plus-values qui sont faites sur la fiscalité pétrolière. Alors, les avances de la Banque centrale, les avances à la Banque centrale, elles ont été autorisées à partir de 2004, vu que les fonds devenaient importants, mais il n'y en a pas eu. Avant, elles n'étaient pas possibles. Et donc, le remboursement de la dette publique c'est fait donc de la dette publique antérieure, c'est fait jusqu'en 2010. Après, elle a été jusqu'en 2008. Après, il n'y avait plus de dette publique. Bon, le FRR a servi aussi à rembourser les avances de la Banque d'Algérie. Et il a commencé à financer le déficit du Trésor à partir de 2004 jusqu'à arriver à des montants très importants. Là, ça s'arrête à 2016. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Algérie a remboursé toutes ses dettes extérieures, et donc à 2014, au moment du choc pétrolier, l'Algérie n'était pas endettée, ce qui quand même est important à souligner. Alors la politique monétaire menée, et je vais terminer avec ça, dans cette période-là, donc la majeure partie de cette période, c'est une politique d'orthodoxie monétaire qui a été menée avec un objectif d'inflation limité, autour de 6%, et stabilité de la valeur du dinar. Alors le dinar, il est calculé sur un panier de monnaies qui inclut les monnaies principales des pays avec lesquels l'Algérie commerce. Donc c'est le dollar pour les importations et pour les exportations, et l'euro surtout pour les importations. Et le dollar aussi, depuis que la Chine est devenue le principal partenaire importateur des importations en Algérie. Et l'Algérie, en fait, s'était engagée, lorsqu'elle a fait l'ajustement structurel, il y avait une pression très forte à la fin de l'ajustement structurel pour en faire un troisième. Et la hausse du prix du pétrole est venue après, et donc on a évité le troisième ajustement structurel. Mais l'Algérie s'était engagée auprès des institutions financières internationales après les passes, à créer les conditions favorables à l'ouverture du compte capital pour attirer les IDE. Et donc, ces engagements-là, c'est important de le dire, dans des pays où les régimes sont faibles, en situation non démocratique, les gouvernements ont besoin, en fait, du soutien de l'étranger pour pouvoir se maintenir. Et donc, je vous disais que l'ajustement structurel a été suivi à la lettre pour ce qui est de la stabilisation, et même avec du zèle. Et là aussi, ils ont fait du zèle en termes d'orthodoxie monétaire jusqu'à tuer complètement l'activité de crédit. Et donc c'est un paradoxe, puisque aucun de ces engagements en fait n'a été tenu. L'Algérie n'a pas ouvert son compte capital, elle n'a pas attiré les IDE, elle n'a pas réalisé les réformes structurelles, privatisation. Bon, il y a eu des privatisations, mais dans le sérail, il n'y a pas eu vraiment une ouverture, et pas de réforme bancaire. Mais elle a persévéré dans cette politique orthodoxe, et la hausse des revenus pétroliers n'a pas... donc il y a eu une gestion orthodoxe très bien faite, ils ont limité l'inflation, ils ne se sont pas endettés, mais par contre il y a eu relâchement de l'orthodoxie budgétaire, et donc le financement par le FRR, c'est une sorte de retour déguisé aux avances de la Banque d'Algérie. Avant, c'était la Banque d'Algérie qui avançait, donc ce qui n'est pas du tout orthodoxe, au Trésor, et là c'est à l'intérieur même du Trésor, puisque le FRR est un compte du Trésor, que se sont dissimulées ces avances, et cette injection dans l'économie de fonds qui avait été stérilisée va aggraver la crise de surliquidité bancaire.
Voilà. Et donc, bon, et puis ça va favoriser la corruption, parce que aujourd'hui, bon, les Algériens sortent tous les vendredis et tous les mardis dans la rue pour critiquer l'Aïsaba et la corruption qui a pris des proportions. Mais le cœur de ce dispositif, il est là, dans ce fonds qui a été détourné de son. Voilà. Bon. Merci. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, on a dépassé de 13 minutes le temps alloué. Je vais essayer de résumer très rapidement et après je passerai la parole au public et on va malheureusement devoir écourter le temps de débat de cette première session, de ce premier panel, pour essayer de ne pas répercuter ce retard aussi sur les 3 panels qu'on a encore cet après-midi. Donc, Enrique se questionnait sur comment définir des monnaies en dehors de l'État. Est-ce que c'est simplement une communauté de croyants? Et il se questionnait aussi lors de son intervention sur qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des MMT policies, des politiques de théorie monétaire moderne. Est-ce que les cryptocurrencies, les crypto-monnaies assumeraient un rôle d'une monnaie en cash non taxable et est-ce qu'elles seraient un catalyste ou un accélérateur de l'inflation? Et de son côté, Fatiha, elle nous a fait un bilan des politiques monétaires en Algérie et des réformes structurelles et de la transition d'une banque centrale qui avançait des réserves et des avances des prêts au trésor vers un fonds de réserve qui lui-même prend ce rôle-là et que finalement on ne sait pas, si j'ai bien compris, en dehors du contrôle démocratique, à quoi servent ces fonds. Parce que nous aussi, en Tunisie, on a eu aussi cette loi sur la Banque centrale qui, en 2016, a interdit ces avances au Trésor. Si on ne sait pas ces avances, à quoi elles peuvent servir, ou alors si on interdit, sans savoir pourquoi on l'interdit, pour moi, ce sont des questions qui se posent et qu'on aimerait ouvrir le débat sur ça. Je laisse la parole à la salle si vous avez des questions. Thank you for both presentations. I have one for the Algerian case. Unfortunately, I didn't use the translation, which probably is going to explain the question. So if I understood correctly, and this is, can you clarify a bit? You use the theoretical framework. I'm going to wait for you to find your pen. It's okay. Okay, so you use the theoretical framework of McKinnon and Shaw, the financial repression arguments, and the arguments by Janos Kornai on soft budget constraints. And these come from an ideological position about how to organize the economy that says you have to leave it to the market. And markets are better placed to deal with the distribution of resources, particularly in oil-rich countries in this case, than the state. So I didn't understand, and then you said something about the importance of, or the role of sterilization as an instrument that is not aligned with the development priorities of Algeria. So can you elaborate a little bit on whether you see this fund that could be, looks like a sovereign wealth fund of some sorts. Can you elaborate whether you see the form or in which, or the manner of implementation of this FRR as the problem, or it is the institution itself? You don't see any sort of role for it, and you'd prefer to go back to the insights from McKinnon and Shaw and from Janos Kornai and to completely remove the state from the distribution of the oil resources altogether. Thank you. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on prend une autre question? Matt. Thanks. Question for Enrique.
I wasn't sure what the use for cryptocurrency is. Is it just a store of value, or is it just used for exchange, just quick exchanges? Are people using it for speculation? We know that cryptocurrency is extremely volatile. So the guy that's just bought, that exchanges cows for Bitcoin, he can just buy that day one, and then day two, it can have value of a third or maybe 1/10 of what it is. So I wasn't sure what is cryptocurrency used in that case. Une troisième question? Ma question pour Enrique. Alors pour les crypto-monnaies, il y a 3 niveaux. Il y a tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, c'est pour la spéculation, pour l'échange et le trading. Il y a d'autres stablecoins, les crypto-monnaies stables, tels qu'ils sont en train de faire avec Libra et Facebook, les monopoles de la technologie. Il y a un autre modèle ou une autre approche d'implémenter des crypto-monnaies. C'est comme le modèle des Faircoins, si vous le connaissez, en Europe. Il y a les Grassroots Economics en Kenya, qui sont en train de créer une crypto-monnaie qui est stable et qui a un aspect économique, un aspect social et communautaire avec une vraie circulation de valeurs. Alors, qu'en pensez-vous de cette implémentation des crypto-monnaies en Afrique qui a, à mon avis, plus ou moins un impact social et communautaire en liaisant les communautés locales et en faisant l'inclusion de certaines non bancarisées dans cette région. Merci. On commence par vous, Fatiha. Vous avez votre micro. Oui. Alors, peut-être qu'il y a eu un malentendu parce que quand j'ai présenté les différentes théories, en fait, moi, j'essaye de ne pas avoir une approche, un parti pris idéologique. Donc, j'ai essayé de montrer les différentes manières de voir la question selon différents courants. Donc, la répression financière, c'est un courant libéral, mais même ultra-libéral, puisqu'il caricature vraiment l'interventionnisme de l'État sur la monnaie. L'approche de Corneille est plus nuancée, c'est une... mais bon, Corneille, quand même, on peut le rapprocher de Hayek dans ses visions de l'économie. Et après, j'ai parlé aussi des critiques keynésiennes, mais j'essaye de ne pas être dans un courant et de voir un petit peu quelles sont les théories qui peuvent inspirer à la fois ces politiques monétaires et puis la manière de les analyser ou de les critiquer. Alors pour le FRR, en fait, c'est pas un fonds souverain au sens où on l'entend, puisque c'est un fonds. En fait, ce FRR, c'est vraiment un héritage colonial, et c'est quelque chose de complètement néocolonial dans le sens où c'est une institution qui nous vient de la France, mais sans la démocratie et la citoyenneté. C'est ça la colonisation, en fait. La colonisation française, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exporté l'État français sans la citoyenneté et la démocratie. Et le FRR, finalement, c'est un fonds, alors qu'en France, ce type de comptes spéciaux du Trésor, comptes d'affectation spéciale, je l'avais dit hier, ils ont été créés pour des opérations ponctuelles. Et comme il y avait eu des abus en France, mais ça date des années 50, donc l'Algérie était encore un département français. En 1956, ils ont fait une loi pour dire que les fonds d'affectation spéciaux doivent passer par l'Assemblée. Même si c'est une loi de finances complémentaire, dès la loi de finances qui suit, il doit y avoir un débat de l'Assemblée. Or, en Algérie, rien du tout. Ça a duré 4 ans, on l'a créé. Et en fait, pourquoi? Parce que ces régimes-là ne sont pas contrôlés par les populations, ils sont contrôlés par les puissances, par le FMI, la Banque mondiale, et même dans le cas de l'Algérie, c'est pas anecdotique, quand l'Algérie a demandé, quand elle était en train de faire ses réformes, avant l'interruption des réformes, et avant le coup d'État de 92, il y avait une réunion du Club de Paris où on discutait d'un prêt à accorder à l'Algérie. Et quand on a soulevé cette question, tout le monde s'est tourné vers la France, l'ancienne puissance colonisatrice. Parce que ça marche comme ça dans le Club de Paris. Chaque pays, en fait, il y a une tutelle. Et le représentant français de l'époque a baissé la tête. Et donc, ça veut dire que l'Algérie n'a pas eu son prêt. Et par contre, après le coup d'État, quand il y a eu cette guerre civile, à ce moment-là, ils se sont tous
réunis pour accorder un crédit très important à l'Algérie, dont d'ailleurs 17% a été servi pour des dépenses militaires. Pour vous montrer comment se fait cette... mais c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle démocratique, parce que le gouvernement n'obéit pas à accountability. Il y a pas elle rend pas des comptes, il rend pas des comptes à la population, mais il rend des comptes aux puissances qui comptent pour eux, pour qu'ils se maintiennent, quoi, voilà. Thank you for your questions. First, on volatility, I mean, if you look at pre-colonial African currencies, they were even more volatile than Bitcoin, and that didn't seem to be a problem to adopt it. Because the fact that it's volatile is actually part of its mystery, its allure, its attraction, its a magnetism. So that's kind of, that's part of its attracting capacity, its strangeness. And the fact is, if you calculate, for example, I mean, the way it's being used, for example, one of these guys, the Tola, he's a kind of WhatsApp escrow broker, like for Igbo traders who go to especially to Dubai to buy car parts and stuff like this. And then, you know, on the day, you might lose a few percent, but it's actually less than, for example, using Western Union, which is a kind of, you know, monopoly control which has a 10% commission, or even the rates that you get at the central bank. It's also a type of intermediary parasitism. They get lower rates, you have to pay higher, whereas with Bitcoin you get the kind of global liquidity. So that's kind of one of the use cases that it's being used for. And then, so for trading it doesn't need to be volatile because it's just a bridge currency. And then, I mean, stable coins are also used. I mean, a lot of people buy stable coins. The fifth biggest crypto is a stable coin called Tether. It's a US dollar. And it's actually hugely in use by Chinese merchants in the Stan countries in Russia. Because then you don't have to carry cash around and then pay customs officers, pay bribes, lose it, etc. So that's also kind of one of the use cases. And then, I mean, the idea that there's obviously different types of cryptocurrencies. This is all, you know, being piloted, being theorized, being experimented today. There's interesting programs like the Faircoin that kind of failed. It was an experiment. I mean, there needs to be a kind of flourishing. There was this kind of, you know, how do you say this, evolutionary moment of kind of different options. But then there's one, for example, that's called Holochain that actually uses, it doesn't have this kind of scarcity model or kind of fiat model of currency, but actually the way Bridewell operates. So debts are seen to generate naturally in social life. Not only governments produce debts, just living produces debts. If you want to have a conflict, if you want to have a relationship, that generates debts. So how do you pay those debts? And then you can actually create currencies that emerge from those relationships through a kind of blockchain. And then, for example, this one operates by that, like, and then that's how it's generated. So there is a kind of different models that are based on kind of different, I suppose, theories of money. We'll see which theory is truer. Thank you. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Hi, just to Enrique, there's this view that cryptocurrencies are actually alternative. But if we look at the run-up to the financial crisis, right, there were all sorts of property instruments that were tradable and scalable that were produced. So do you think that these are actually alternatives, or are they just merely adding to the ecosystem of what can be used for exchange? Yeah, I mean, it's not one thing. I mean, even money is not one thing. Even the cowrie wasn't one thing. It can be used for different ways. So it will have to deduce pragmatically, depending how people use it. If people use it in an emancipatory way, in a way that increases sovereignty, reduces dependency on the international financial system, even on their own states that usually they identify as part of the problem and the enemy. It's kind of it can also become just a kind of another way to produce, you know, exotic financial derivatives in different ways, which is the way I suppose corporations are adopting blockchain now. But then it's not one field. It's kind of there's a certain plurality, new plurality that is unpredictable. That's why the strangeness of Bitcoin is part of its kind of mystery. It's unclear what will be the result. It might be catastrophic. It might be emancipatory. It's kind of an open question.